Mon mari a demandé le divorce, exigeant tout sauf notre fils. Tout le monde m'a traité de folle pour ne pas m'être défendu. J'ai simplement souri et signé. Il n'avait aucune idée de ce qui était enfoui, à la page 47, jusqu'à ce que son propre avocat le voie. Tu peux garder le gamin. Les batailles pour la garde ne m'intéressent pas. Je veux que vous vous imprégniez de cette phrase comme j'ai dû le faire. Pas notre fils. Pas même Tyler, le gamin. Comme si je lui avais demandé de partager un garde-meuble et qu'il me laissait garder la boîte des choses dont il ne voulait plus. Je suis Diana Saunders. J'étais comptable avant d'être l'épouse de qui que ce soit, et je veux que ce fait soit consigné dès le début, car il est plus important que tout ce que je m'apprête à vous dire. Il y a 3 semaines, j'ai renoncé à une maison de 6 chambres, 2 voitures et une société immobilière d'une valeur, sur le papier, pour quiconque n'y regardait pas de près, d'environ 3,5 millions de dollars. Mon avocate, une femme nommée Margaret Collins, qui a passé 19 ans à rendre les hommes les plus sur 2 de Houston très silencieux dans les salles d'audience, m'a supplié de me battre pour la moitié. Je lui ai dit, d'accord. Juste d'accord. Donnez-lui ce qu'il veut. Elle a pensé que j'avais perdu la tête. Ma propre mère a pensé que j'avais perdu la tête. Je les ai laissés le penser, parce que la version de moi qu'ils avaient besoin de voir ce matin-là était celle d'une femme qui avait abandonné, pas d'une femme qui avait passé 3 ans à construire un piège si silencieux que son propre mari y est entré les yeux ouverts et avec un grand sourire. Laissez-moi revenir en arrière. Il y a 8 ans, Vincent Saunders et moi avons passé un accord, bien que nous ne l'ayons jamais appelé ainsi à voix haute. Il s'occupait de l'argent. Je m'occupais de la maison. Il a transformé Saunders Premier Realty d'un bureau à 2 pupitres en une entreprise qui lui a valu d'être invité à faire de petits discours au dîner du Rotary Club. Je maintenais notre foyer avec la même précision que j'apportais autrefois à la conciliation des grands livres chez Whitmore & Associates, où j'avais travaillé pendant 6 ans avant la naissance de Tyler. J'étais bonne dans mon travail. Je veux dire, vraiment bonne. Le genre de bonne où les associés vous demandent de vérifier leurs propres calculs. J'y ai renoncé parce que Vincent a dit doucement, la semaine où Tyler est rentré de l'hôpital, il a besoin que sa mère soit à la maison, dit, pas à la garderie, pas d'une nounou qui l'élève. Cela ressemblait à de l'amour. Je sais maintenant que c'était plus proche d'une décision commerciale, une seule source de revenus au lieu de 2, une employée à plein temps gérant gratuitement son ménage. Pendant les 2 premières années, il était présent. Distrait, mais présent. Puis, aux alentours du 3e anniversaire de Tyler, quelque chose en lui s'est simplement éteint. Il a commencé à traiter la paternité comme il traitait une annonce immobilière en attente. Quelque chose à revoir plus tard, quand il aurait plus de temps. Je me souviens d'une nuit en particulier, parce que c'est le genre de nuit qui réorganise quelque chose de façon permanente dans le cœur d'une mère. Tyler avait 5 ans. Il avait demandé à Vincent ce matin-là de lui lire le livre sur les dinosaures avant de se coucher, le grand avec les pages dépliantes, et Vincent avait dit, absolument, mon grand. Je serai à la maison pour 19 heures. Tyler s'est assis près de la fenêtre de devant à partir de 18h45, en pyjama, le livre de dinosaures sur ses genoux, regardant les phares entrer dans notre allée, puis ne pas s'arrêter. Vincent est rentré à 23h14. Je me souviens de l'heure parce que j'étais encore éveillé, assise dans la cuisine sombre, et j'ai regardé l'horloge du micro-ondes à la seconde où j'ai entendu la porte du garage. Il sentait un parfum qui n'était pas le mien. Quelque chose de floral et de chair. Rien à voir avec le spray à la vanille bon marché que je gardais près du miroir de notre salle de bain. Il ne s'est pas excusé. Il n'a même pas mentionné Tyler. Il a juste dit qu'il avait eu une soirée difficile avec un client et il est allé directement se coucher. Je me suis dit que ce n'était rien. Un homme stressé, des nuits tardives, l'immobilier est un secteur exigeant. Tout le monde le dit. Je me répétais une version de cette phrase depuis 2 ans à ce moment-là, et je devenais doué pour ça. Mieux, honnêtement, que je n'étais prête à l'admettre à moi-même en plein jour. Il y a 3 ans, je suis allé chercher mon passeport dans le classeur du bureau de Vincent à la maison. Nous avions un voyage à Cabo de prévu qui, comme la plupart des choses à l'époque, est discrètement tombé à l'eau. Et j'ai ouvert le mauvais tiroir. Des avis bancaires. Une pile d'entre eux. Rassemblés avec un élastique comme s'il avait eu l'intention de s'en occuper un jour, et puis ne l'avait tout simplement pas fait. 90 jours de retard de paiement. 340 000 $ dus. Mon estomac n'est pas seulement tombé.
Il est devenu froid et dur, comme il le devient quand un chiffre sur une feuille de calcul ne concorde pas et que vous savez déjà, avant même de remonter à la source, que quelqu'un vous a menti avec les chiffres. J'ai continué à chercher. Il y avait une autre lettre derrière, d'un autre prêteur, faisant référence à un deuxième prêt. Puis un troisième avis. Celui-ci portait la mention aux dernières mises en demeure en lettres capitales rouges, pour un deuxième prêt. Puis un troisième avis. Celui-ci portait la mention aux dernières mises en demeure en lettres capitales rouges pour un prêt à la construction contre une propriété que j'ai reconnue. L'immeuble de bureau phare dont Vincent s'était vanté lors d'un dîner 8 mois plus tôt, disant à tout le monde qu'il était payé, un actif, un joyau de la couronne. Il n'était pas payé. Il perdait de l'argent à flot. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli déchirer la première enveloppe en sortant la lettre pour la relire une deuxième fois, juste pour être sûr de ne pas avoir mal compris. Ce n'était pas le cas. 6 ans d'expérience professionnelle à lire exactement ce genre de documents me disaient précisément ce que j'avais sous les yeux. Une entreprise en train de couler, déguisée en costume bleu marine et en Rolex en or. J'ai photographié chaque page avec mon téléphone, en prenant soin de poser chacune à plat, en prenant soin que les numéros de compte soient lisibles, en prenant soin de remettre chaque feuille dans l'ordre exact et dans le tiroir exact où je les avais trouvées. Je me souviens être resté là ensuite pendant une minute entière, juste à respirer, avant de retourner à la cuisine et de préparer le dîner comme si de rien n'était. C'est cette nuit-là que j'ai cessé d'être une épouse qui faisait confiance à son mari avec les chiffres et que je suis redevenu une comptable. Je ne l'ai juste dit à personne pour l'instant, y compris à lui. 2 mois après le tiroir, j'ai trouvé la deuxième chose, et celle-ci ne m'a pas seulement fait peur. Elle m'a rendu physiquement malade, d'une manière que la dette n'avait pas provoquée. J'aidais l'assistante de Vincent, Renée, à trier une boîte de vieux dossiers à déchiqueter. Il me faisait confiance pour ce genre de choses, les débris administratifs ennuyeux de son entreprise, parce qu'il avait cessé de croire que j'y comprenais quoi que ce soit. Dans cette boîte se trouvait une demande de prêt, une ligne de crédit sur valeur domiciliaire sur notre maison pour 180 000 $. Ma signature y figurait. J'ai signé mon nom plus de fois que je ne pourrais le compter. Documents hypothécaires, formulaires scolaires, mes anciens documents de travail d'audit. Je sais exactement à quoi ressemble ma signature. Le crochet spécifique où le D se connecte au I, la petite boucle plate à la fin du A d'Andiana. Ce n'était pas ça. C'était proche. Assez proche pour tromper un caissier de banque jetant un coup d'œil à une pile de documents un mardi. Pas assez proche pour tromper la femme dont le nom était usurpé. J'en ai trouvé un deuxième 1 heure plus tard, enfoui dans la même boîte. Même signature falsifiée. Prêteur différent. Encore 92 000 $. Je me suis assise par terre dans ce bureau avec 2 documents de prêt falsifiés sur mes genoux et j'ai fait la seule chose qui avait du sens pour la partie de mon cerveau qui avait l'habitude de détecter la fraude des autres pour gagner sa vie. Rien. Immédiatement. Je ne l'ai pas confronté. Je n'ai pas appelé d'avocat. La falsification est un crime. Je le savais grâce à 6 ans de formation en conformité. Et le signaler ce jour-là sans autre contexte, sans une vue d'ensemble, aurait fait s'écrouler un château de cartes dont je ne comprenais pas encore la forme. Je devais voir toute la structure avant de tirer une seule carte, alors j'ai fait ce pour quoi je suis doué. J'ai attendu. J'ai observé. J'ai gardé ma bouche fermée et mes yeux ouverts pendant 3 ans. Pendant que mon mari continuait de sourire au dîner du Rotary Club à propos d'un empire qui, à ce moment-là, valait discrètement moins que rien. Le parfum continuait d'apparaître. Bouteilles différentes, même histoire, pendant 3 années de plus, Vincent rentrant de plus en plus tard. Un casting tournant d'excuses qui devenait de plus en plus paresseuse avec le temps, comme s'il avait cessé de croire que je prêtais assez d'attention pour prendre la peine de fabriquer de bons mensonges. Son nom, j'ai fini par l'apprendre, était Brittany Voss, 27 ans. Je l'ai découvert de manière banale. Pas une découverte dramatique, juste un nom qui a commencé à apparaître sur le calendrier de Vincent, partagé avec notre compte familial iCloud par pure habitude, plus de fois que n'importe quel client unique ne le devrait raisonnablement. Je l'ai vu une fois à la fête de fin d'année de son bureau, portant un sac Birkin dont quiconque ayant travaillé dans la vente, ne serait-ce qu'un été, pouvait dire au premier coup d'œil qu'il n'était pas vrai. La mère de Vincent, Eleanor, l'a tout de suite adopté, comme elle ne l'a jamais fait avec moi en 8 ans de mariage, a passé un bras autour d'elle à cette même fête, l'a qualifiée de tout à fait charmante, et m'a envoyé, moi, sa propre belle-fille de près d'une décennie.
dans la cuisine pour aider avec les amuse-gueules. Je suis resté dans cette cuisine avec un plateau de champignons farcis, regardant par l'embrasure de la porte ma belle-mère présenter une jeune femme de 27 ans à ses amis, avec plus de chaleur qu'elle ne m'en avait jamais montré. Et j'ai senti quelque chose dans ma poitrine devenir très silencieux et très immobile. Pas triste, exactement. Clarifiant. Je me suis dit pour la 100e fois que ce n'était pas à moi de faire exploser tout ça pour l'instant. J'avais besoin que le total des dettes soit définitif. Je devais comprendre exactement ce que l'entreprise de Vincent devait réellement, pas seulement ce que j'avais entrevu dans un tiroir 3 ans plus tôt. Chaque mois que j'attendais me semblait être à la fois de la lâcheté et de la stratégie, et je n'ai jamais vraiment compris, même après coup, lequel des deux c'était vraiment. Peut-être les deux. Il y a 6 mois, Vincent m'a fait asseoir à notre îlot de cuisine, le même îlot où j'avais autrefois trouvé des avis bancaires dans un tiroir à 2 mètres de là, avec la posture particulière d'un homme qui conclut une affaire, les épaules en arrière, les mains jointes. La voix qu'il utilisait avec les clients qu'il s'apprêtait à décevoir. « Je veux divorcer », a-t-il dit. « Je veux la maison, les voitures, l'entreprise, tout. » Je me suis senti étrangement calme en posant la question suivante, de la même manière que l'on se sent calme juste avant une procédure que l'on a répétée mentalement 100 fois. « Et Tyler ? Tu peux garder le gamin », a-t-il dit. « Les batailles pour la garde ne m'intéressent pas. » Le gamin. J'ai rejoué cette phrase plus de fois que je ne peux le compter au cours des mois qui ont suivi. La retournant comme une pierre. Cherchant une version qui ferait moins mal. Il n'y en a pas. 8 ans de mariage, et notre fils était devenu, en une seule phrase, un article que Vincent refusait de prendre. Son avocat, un homme en costume élégant nommé Grant Petrowski, m'a appelé 2 jours plus tard. Un appel de courtoisie, l'a-t-il présenté, bien qu'il n'y ait rien eu de courtois. Diana, je veux vous faire économiser de l'argent, a-t-il dit. Vous n'avez vraiment pas besoin d'engager votre propre avocat pour ça. C'est un partage simple. Et franchement, a-t-il ajouté, avec le genre de condescendance qui ne sonne que pire par la désinvolture avec laquelle elle est livrée, vous étiez une aide-comptable à temps partiel. Ce n'est pas compliqué. Je n'avais pas été une aide-comptable à temps partiel. J'avais été une comptable agréée avec 6 ans d'expérience dans un cabinet respecté de Houston, et Vincent le savait, et il avait apparemment décidé, à un moment donné au cours des 8 dernières années, de l'effacer de l'histoire qu'il racontait sur moi, même à son propre avocat. Eleanor a appelé la même semaine, soi-disant pour prendre des nouvelles de Tyler, bien que la conversation ne soit pas restée longtemps sur ce sujet. Tu devrais être reconnaissante, Diana, a-t-elle dit, sur le ton qu'elle réserve aux personnes qu'elle considère comme étant en dessous de désagréments mineurs. Tu as eu une belle vie grâce à mon fils. Ne sois pas gourmande en partant. Je n'ai rien dit à aucun des deux. J'ai juste souri, le sourire spécifique et imperturbable que je pratiquais devant les miroirs depuis 3 ans sans admettre pleinement que c'était ce que je faisais. Et j'ai appelé Margaret Collins. Margaret Collins a un bureau d'angle au 14e étage d'un immeuble sur Post Oak Boulevard, 19 ans d'expérience en droit de la famille. Et une réputation, je l'avais entendue de 2 amis différents avant même de l'appeler. Celle d'être l'avocate que les riches maris de Houston espèrent spécifiquement que leurs femmes n'engageront jamais. Je lui ai tout exposé lors de notre première rencontre. Le total des dettes que j'avais finalement reconstituées à partir de 3 ans de documentation discrète et minutieuse. Les signatures falsifiées sur 2 prêts. La liaison avec Brittany Voss, documentée par des entrées de calendrier, et finalement une poignée de reçus que j'avais trouvés pour des chambres d'hôtel, pour lesquelles aucune de nos cartes de crédit combinées n'avait de raison légitime d'avoir payé. 4,7 millions de dollars de passif total, cachés derrière une maison de 6 chambres, 2 voitures européennes et une entreprise dont le bâtiment phare était à 2 paiements de la saisie. Margaret a écouté le tout sans interrompre, prenant des notes sur un bloc-notes légal avec une écriture dont je pouvais dire, même à l'envers, qu'elle était plus organisée que les documents tapés de la plupart des gens. Vous pourriez vous battre pour la moitié du patrimoine conjugal, a-t-elle finalement dit. Rien qu'avec les signatures falsifiées, nous pourrions l'attaquer durement. Fraude, exposition potentiellement criminelle, un règlement beaucoup plus important en votre faveur. La moitié de quoi, cependant, ai-je dit. La moitié de la dette ? Margaret a réellement souri à cela. Le premier vrai sourire que j'avais vu de sa part. Petit et vif. Maintenant, vous pensez comme la comptable que vous étiez, au lieu de l'épouse qu'il a raconté à tout le monde que vous êtes. Elle me l'a expliqué lentement,
de la manière dont on expliquerait quelque chose à quelqu'un que l'on soupçonne de déjà comprendre, mais qui a besoin de l'entendre dire à voix haute pour y croire. En vertu du droit de la communauté de biens du Texas, il existe un principe bien établi selon lequel celui qui assume un actif dans un accord de divorce peut, si l'accord est rédigé pour le spécifier, assumer également l'entière responsabilité personnelle des dettes directement attachées à cet actif. Ce n'est pas exotique. Ce n'est pas une faille dans le sens douteux du terme. C'est simplement une rédaction précise et délibérée, le genre que la plupart des gens ne lisent jamais assez attentivement pour le remarquer, enfoui dans le langage spécifique de qui assume quoi. Il demande tout, dis-je lentement, sentant la forme de la chose se dessiner dans ma poitrine pour la première fois comme autre chose que de la peur. La maison, les voitures, l'entreprise. Alors nous lui donnons tout, a dit Margaret, exactement ce qu'il demande, mot pour mot. Nous avons passé les 4 semaines suivantes à rédiger un accord de règlement de 52 pages. La page 47 contenait un unique paragraphe dense, rédigé dans le langage juridique le plus plat et le plus anodin que Margaret pouvait construire. Délibérément anodin, m'a-t-elle dit. Pour qu'il se lise comme toutes les autres clauses de la page et n'attire pas l'œil. Il stipulait, en substance, que la partie recevant un actif conjugal assumait également l'entière responsabilité personnelle de toutes les dettes, privilèges et hypothèques attachés à cet actif, à compter de la signature. Il ne le lira pas, dis-je, à moitié pour moi-même. Alors il ne le verra pas venir, a dit Margaret. Je veux être honnête à propos des 6 semaines précédant l'audience, car elles n'ont pas été calmes, et elles n'ont pas été le compte à rebours triomphal qu'une histoire comme celle-ci laisse paraître rétrospectivement. Grant Petroski a appelé Margaret 2 fois, essayant de la faire accepter une audience accélérée. Vincent, nous l'avons appris plus tard, était pressé, car l'un des prêteurs avait programmé une vente aux enchères pour saisie sur le bâtiment phare pour 6 semaines après la date de notre audience, et il croyait apparemment que finaliser le divorce d'abord, avec l'entreprise techniquement toujours à lui, sur le papier pour quelques semaines, le protégerait d'une manière ou d'une autre des retombées. C'était, a souligné sèchement Margaret, précisément le genre de décision de timing arrogante qui a rendu notre page 47 possible en premier lieu. 3 semaines avant l'audience, ma propre détermination a failli se fissurer. Tyler a eu une semaine difficile à l'école. Son enseignante, Madame Alvarez, a appelé pour dire qu'il avait pleuré à la récréation quand un autre enfant lui a demandé pourquoi son père ne venait plus jamais le chercher. Et j'ai passé toute cette nuit-là éveillé, me demandant si j'étais sur le point de remettre une entreprise brisée et criblée de dettes à un homme qui retomberait d'une manière ou d'une autre sur ses pieds. Tandis que je partais avec rien d'autre qu'un minivan d'occasion et une maison sans hypothèque dont Margaret m'assurait, encore et encore, qu'elle valait en réalité moins en tant qu'actif qu'il n'y paraissait une fois que je calculais les vrais chiffres de l'entretien et des impôts fonciers. Par rapport à mon revenu post-divorce. J'ai appelé Margaret à 23 heures, quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Et si ça ne marche pas, ai-je dit. Et si son avocat le découvre? Et si j'ai passé 3 ans à construire un piège qui n'attrape rien? Alors nous nous rabattons sur la lutte pour la moitié d'une entreprise qui se noie dans des dettes pour lesquelles il a falsifié votre nom, a dit Margaret, toujours aussi stable. Diana, j'ai besoin que vous m'écoutiez. Même si la page 47 échoue, vous avez toujours une falsification documentée. Vous avez toujours une trace écrite de 3 ans. Vous n'entrez pas dans cette salle d'audience avec rien. Vous y entrez avec des options. La plupart des gens qui traversent cela n'en ont aucune. Cela m'a plus rassuré que je ne l'aurais cru. J'ai raccroché, vérifié que Tyler dormait dans le couloir, et j'ai enfin dormi. 2 semaines avant l'audience, quelque chose d'autre est arrivé qui a failli tout faire dérailler. J'ai reçu un appel d'une femme nommée Patricia Nunet, une détective privée agréée que Margaret avait discrètement engagée des mois plus tôt pour documenter formellement la liaison pour le dossier au cas où Vincent essaierait de contester quoi que ce soit plus tard. Le rapport de Patricia comprenait des photographies horodatées de Vincent et Brittany dans un hôtel sur Westhemer, datées de 11 mois plus tôt. Des preuves assez solides, selon Margaret, pour éliminer toute prétention que Vincent pourrait faire plus tard que le divorce était d'une manière ou d'une autre injuste ou que je l'avais piégé de mauvaise foi. Les qualifications de Patricia, 14 ans en tant que détective privée agréée, ancienne du bureau du shérif du comté de Harris, donnaient à la documentation le genre de poids institutionnel qui compterait si cela devait un jour dépasser le tribunal de la famille. Le rapport est arrivé 3 jours avant l'audience. Je l'ai lu debout dans ma cuisine, la même cuisine où il m'avait dit un jour que je pouvais garder le gamin, et j'ai ressenti pour la première fois en 3 ans quelque chose qui ressemblait à du soulagement.
Non pas parce que j'appréciais la confirmation, mais parce que la dernière pièce incertaine était enfin en place. Le matin de l'audience, Vincent est arrivé au tribunal de la famille du comté de Harris, resplendissant dans son plus beau costume bleu marine, sa Rolex en or captant la lumière fluorescente du couloir, comme s'il avait chorégraphié le reflet lui-même. Brittany était assise au premier rang de la galerie dans une robe rouge, le téléphone discrètement incliné sur ses genoux, filmant pour ce que j'ai appris plus tard être ses 23 000 abonnés. Eleanor était assise à côté d'elle en Chanel, suffisante d'une manière qui m'avait autrefois fait me sentir petite, et qui maintenant, étrangement, me faisait presque de la peine pour elle, pour ce qu'elle ne savait pas encore qui allait arriver. La juge Marion Whitfield, président, a posé la question de procédure standard avant de finaliser tout règlement de cette taille. L'une ou l'autre des parties souhaite-t-elle demander un examen financier indépendant de l'accord avant de signer? Vincent a effectivement ri, à voix haute, dans une salle d'audience familiale du Texas. Devant une juge qui avait clairement entendu toutes sortes d'excès de confiance en 19 ans de service. J'ai construit cette entreprise, a-t-il dit. Je n'ai pas besoin qu'un comptable me dise ce que je sais déjà. J'ai regardé le visage de Margaret rester parfaitement, professionnellement neutre. J'ai gardé le mien de la même manière. Vincent a renoncé à son droit de révision. Il a signé la page 49. Il a signé la page 52. Il a fait glisser le document complet de 52 pages sur la table vers Grant Petrosky et moi avec le sourire plat et satisfait d'un homme qui croit qu'il vient de gagner quelque chose. Fait, a-t-il annoncé, assez fort pour que la galerie l'entende, jetant un coup d'œil en arrière vers Brittany comme s'il voulait qu'elle le voie aussi. Grant Petrosky, à son crédit, feuilletait encore les pages, par minutie ou peut-être juste par habitude, et j'ai vu ses yeux s'accrocher à quelque chose au milieu de la pile. Sa main s'est tendue vers la manche de Vincent. Attends, quoi? Vincent a dit, déjà à moitié en train de rire, c'est fait. Elle a signé. J'ai signé. Page 47 a dit Grant, et sa voix avait complètement changé. Plate, prudente, la voix d'un homme réalisant, en temps réel, à quel point il avait échoué à sa seule tâche. La clause de responsabilité. Le sourire de Vincent ne s'est pas tant effacé qu'il s'est figé sur place, comme la photographie d'un sourire plutôt que la chose elle-même. Il a repris le document et l'a lu lui-même, les lèvres bougeant légèrement sur les mots comme le font les gens quand ils lisent quelque chose dont ils ont désespérément besoin que ce soit faux. La partie recevant les actifs conjugaux assume par la présente l'entière responsabilité personnelle pour toutes les dettes, privilèges et hypothèques attachés aux x10 actifs. Son visage a perdu sa couleur si complètement, si visiblement. Que la juge Whitfield a même fait une pause avant de continuer, le regardant de la façon dont on regarderait quelqu'un réaliser, au milieu d'une phrase, que le sol sous ses pieds n'était plus là. Ça dit que je suis responsable des dettes, a-t-il dit, doucement au début, puis plus fort. Toutes? Tous les 4,7 millions, a dit Margaret, calme comme de l'eau dormante. À compter de votre signature il y a 30 secondes. La voix de Brittany a craqué depuis la galerie, assez fort pour traverser toute la pièce. 4 millions? Quoi? Vincent s'est levé de sa chaise si vite qu'elle a grincé en arrière sur le sol et a failli basculer. C'est de la fraude. Elle m'a piégé. La juge Whitfield a retiré ses lunettes lentement et l'a regardé avec la patience lasse et spécifique de quelqu'un qui a vu cette scène exacte se dérouler sous une forme ou une autre plus de fois qu'elle n'aimerait probablement le compter. Monsieur Saunders, l'avocate de votre femme a divulgué l'accord complet par écrit, et vous avez personnellement renoncé à votre droit à un examen financier indépendant. Au procès-verbal, il y a moins de 5 minutes. Ce tribunal ne peut pas vous protéger de votre propre confiance. Vincent s'est tourné vers moi. Quelle que soit la contenance que le costume bleu marine et la Rolex avaient maintenue, elle s'est complètement effondrée. Tu savais, a-t-il dit, sa voix tremblant maintenant, tout le vernis disparu. Tu savais depuis le début. J'ai pensé au tiroir, à la signature falsifiée avec le mauvais crochet dans le dé. 3 ans de patience silencieuse et épuisante. Tyler à la fenêtre avec un livre de dinosaures, attendant des phares qui ne s'arrêtaient pas. Je ne t'ai pas piégé, Vincent, ai-je dit. Je t'ai juste donné exactement ce que tu as demandé. Voici ce qui s'est passé ensuite, dans le langage spécifique et peu glamour des conséquences, parce que la vraie justice s'annonce rarement en musique. Dans les 72 heures, le prêteur détenant le billet sur l'immeuble de bureau phare a procédé à la vente aux enchères pour saisie qui avait déjà été programmée, désormais contre une propriété dont Vincent était seul responsable, en totalité, par sa propre signature.
2 créanciers supplémentaires, une fois qu'ils ont appris par les archives du tribunal que les dettes avaient été consolidées sous la seule responsabilité personnelle de Vincent, ont accéléré leurs propres actions de recouvrement. Le mois suivant, Saunders Premier Realty avait déposé le bilan en vertu du chapitre 7, un fait qui a fait la une de la section immobilière du Houston Business Journal dans un court article que Margaret m'a transmis sans commentaire. Bien que je puisse pratiquement sentir sa satisfaction à travers le courriel. Séparément, et cette partie je ne l'ai apprise que parce que le détective Aaron Mbeki de l'unité des crimes financiers du comté de Harris, 14 ans au sein du département, a contacté directement le bureau de Margaret. Les documents de prêt falsifiés que j'avais photographiés 3 ans plus tôt sont devenus la base d'une enquête officielle pour fraude une fois que Margaret, sur mes instructions, les a finalement signalés, délibérément après que le règlement a été finalisé et incontestable. Le détective Mbeki m'a interrogé 2 fois, recoupant mes photographies originales de téléphone de 2023, horodatages intacts, avec les dossiers de prêt originaux obtenus sous subpéna auprès des 2 prêteurs. Les métadonnées seules corroborent votre chronologie d'une manière qui tiendrait devant n'importe quel jury, m'a-t-il dit lors de notre 2e entretien, une phrase qui a signifié plus pour moi que je ne l'aurais cru. 3 ans après m'être assise pour la première fois sur le sol de ce bureau avec les mains tremblantes, Vincent a finalement été accusé de 2 chefs de falsification d'un instrument financier. Il a accepté un accord de plaidoyer plutôt que de faire face à un procès, probation, restitution aux 2 prêteurs, et un signalement permanent sur sa licence immobilière qui a effectivement mis fin à tout avenir dans l'industrie sur laquelle il avait bâti toute son identité. Brittany, selon 2 connaissances mutuelles qui se sont senties obligées de me tenir au courant que je le demande ou non, est parti dans le mois qui a suivi la publication du dépôt de bilan. Eleanor a complètement cessé d'appeler. Je ne lui ai pas parlé depuis l'audience, et j'ai fait une sorte de paix avec le silence particulier que cela laisse derrière soi. Les gens me demandent parfois avec quoi je suis réellement parti, puisque j'avais cédé à Vincent la maison, les voitures et l'entreprise, tout ce qu'il avait demandé, selon ses propres mots, à notre îlot de cuisine 6 mois avant cette audience. J'ai gardé mon fils. J'ai gardé mon nom, non falsifié, enfin en sécurité sur chaque document qui comptait. J'ai gardé un modeste appartement que j'ai acheté avec le petit règlement en espèces que Margaret a négocié séparément, en dehors du piège des actifs et des passifs, spécifiquement réservé pour la transition de Tyler et la mienne. Et, cette partie m'a le plus surprise, j'ai gardé mon ancienne profession. Whitmore et Associates, le cabinet que j'avais quitté 9 ans plus tôt, m'a réembauché à temps partiel dans les 2 mois suivant la publication de l'audience dans certains cercles de Houston. Une fois qu'il est devenu clair autour des chiffres de qui j'avais discrètement tourné en rond pendant 3 ans. Je suis de nouveau comptable. La boucle est bouclée, dans le sens le plus simple possible. Tyler a 6 ans maintenant. Il lit le livre sur les dinosaures lui-même ces jours-ci, à voix haute, à la table de la cuisine de notre appartement, déchiffrant les mots plus longs avec le genre de concentration qui me fait mal à la poitrine de la bonne manière, au lieu de l'ancienne. Il ne pose plus beaucoup de questions sur son père. Quand il le fait, je lui dis la vérité, adaptée à un enfant de 6 ans, que son père a fait de très grosses erreurs et qu'aucune d'entre elles n'était de la faute de Tyler, pas même un peu. J'ai croisé Grant Petrosky une fois. Lors d'une conférence juridique où Margaret m'avait traîné en tant qu'invité, de tous les endroits possibles. Il était poli, professionnel, soigneusement neutre. De la manière dont les avocats le deviennent quand ils ont été du côté des perdants de quelque chose qu'ils ne peuvent toujours pas tout à fait s'expliquer. Il n'a pas mentionné l'affaire. Moi non plus. Margaret et moi prenons encore un café tous les quelques mois. La dernière fois, elle a levé sa tasse et a dit, à moitié en plaisantant, à la page 47. J'ai levé la mienne en retour. À la lecture du document entier, ai-je dit, avant de le signer. Elle a ri. Le même rire vif et satisfait de son bureau le jour où je lui ai dit pour la première fois que je voulais donner à Vincent tout. Il voulait la maison, les voitures, l'entreprise, tout. Je lui ai donné exactement cela. Il n'a juste jamais pensé à demander ce qui venait avec. Cette histoire est entièrement fictive et est destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.